m'attendais pas, je n'ai pas du tout envie de faire un cours magistral sur la non-violence. Je serais le premier à m'embêter avec cette affaire-là. Alors, moi je remercie Chantal d'avoir aussi, et Jean-Sébastien de m'avoir invité. J'avoue que je suis venu en train depuis Lyon cet après-midi, et je suis passé par Lyon, et j'ai vu les bâtiments qui appartiennent à l'Imagrin, le centre de recherche de cette société qui produit des OGM. Je me suis souvenu de Rion, je me suis souvenu de Chantal parce que le deuxième fauchage qu'on a fait, parce que, bon, Chantal ne vous l'a pas dit, mais elle a laissé peut-être sous-entendre, je suis l'affreux initiateur des faucheurs volontaires. Donc elle a pris un risque très grand en invitant un délinquant qui a été condamné à 4 mois de prison ferme. Voilà. Mais comme c'est dans la société libérale, on vous propose aussi éventuellement de le payer, c'est ce qu'on préférait, ceux qui étaient avec moi, 50 € par jour. Mais si vous, donc ça faisait 6 000 €. Mais si vous payez tout de suite, on vous fait 20%. C'est quand même pas mal la société libérale. Hein? Alors on dit toujours du mal la société libérale par rapport à la rançon du Moyen-Âge. Bon, alors, je me suis rappelé qu'à Rion, après le chauffage de Rion, qui avait été un petit peu... Oui, c'est ça. 2004. C'était 2004, ça avait été, c'était au mois d'août, 15 août 2004. 14 août. 14 août, c'est ça. C'est très bien corrigé, les erreurs de... ça avait été un petit peu chaud quand même. Hein. Il y a plein de choses à dire là-dessus. J'avais été invité pour une entrevue, ils voulaient me connaître, par la brigade de recherche de Rion. Et d'ailleurs, le premier gendarme qui m'avait vu, pour me prévenir par rapport à son collègue qui m'avait dit, vous savez, il y a des cons même chez les gendarmes. Parce que moi, jamais j'aurais osé penser. Enfin, parce que c'était lui qui le disait, je me permets de leur dire. Bon. Et à la porte, il y avait Chantal. Je disais, est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce qu'ils vont le reprendre? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le mettre en garde à vue. Donc Chantal était là. Donc voilà. Donc notre amitié avec Chantal, elle remonte, comme avec un certain nombre qui sont dans la salle, à ces affrontements qu'on a eus dans les champs. Et quand on chantait, ni dans les champs, ni dans les assiettes, pour les OGM. Voilà, alors ça c'est une première chose que je voudrais dire. C'est vrai que je suis là aussi ce soir à cause de ce livre. C'est vrai que ce livre-là, il est venu, Vagabondage d'un faucheur volontaire, non pas de ma volonté, justement, mais d'un ami avec qui je jeûnais à Paris, contre les centres de rétention d'étrangers sans papier et contre les énièmes lois contre les immigrés, énièmes avec H-A-I-N-E. Et comme en jeûnant, on se promène, on était à côté de l'Assemblée nationale, puisqu'on interpellait les députés là-dessus. On a réussi à en rencontrer 2 quand même. C'est quand même pas mal hein, sur un hémicycle. Et donc on se promenait sur le champ de Mars et je racontais les paysans du Larzac, les brebis sur le champ de Mars, etc. Ah, il m'a dit, mais ça c'est très intéressant, il faudrait que tu me racontes tout ça, on pourrait faire quelque chose d'intéressant. Donc l'idée de ce livre est venue comme ça. Voilà. Je ne veux pas trop vous raconter le livre, parce que vous ne pourrez pas l'acheter, mais je suis quand même le premier bénéficiaire de ce livre. Parce que, d'abord, j'ai vu le fil rouge de la non-violence, comment elle est née en moi depuis l'enfance, et comment, avec mon père, qui était pour moi un père absent, j'ai absorbé tellement de choses sur cette condition de l'injustice qu'il avait vécue dans sa Bretagne natale, où il disait que la République n'était jamais arrivée jusqu'en Bretagne, puisque c'était pour le clergé de la noblesse et le tiers-état, et où en même temps, où il avait souffert de l'école de la République, qui lui avait fait perdre sa langue, en proposant la délation collective dans les écoles, mais vous ne connaissez peut-être pas ça ici, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais ça c'est un système qui a été employé par toutes les républiques et non-républiques d'Europe pour faire perdre les langues locales, qui ne sont pas des patois, contrairement à ce que certains disent, c'est des vraies langues. C'était pas difficile. On leur donnait un petit bâton à l'école. Le premier qui parlait breton, il parlait, c'est que le breton. Il faisait 5 km à pied avec sa tartine de pain et sa pomme pour aller à l'école.
un petit bâton. Le premier qui parlait breton lui donnait le bâton. Et lui, il surveillait un autre qui parlerait breton pour lui refiler le bâton. Donc il s'auto-surveillait, il s'auto-destruisait. Et le dernier qui sortait, il avait droit, bien sûr, à un superbe gâteau, sous forme d'une punition, d'une baffe, ou ça dépendait. Et ça s'appelait la vache, ce truc-là. Et c'est que récemment que j'ai appris, comble de l'humiliation qui se faisait dans certaines écoles, c'est qu'on leur mettait une queue de vache autour du cou, à ceux qui parlaient breton. Pour leur dire, t'es un bouseux, tu resteras un bouseux, parce que tu parles breton. Voilà. Bon, ça, c'était l'école de la République. Alors, j'ai vécu dans ce climat que mon père m'a raconté sur la Bretagne, et je vais quand même raconter une des anecdotes qui a fait que j'ai... Bon, deux petites choses, quand même, sur l'enfance. Après, on reviendra sur du fond, sur la non-violence, quand même. J'avais 4 ou 5 ans, mes parents étaient venus travailler à Paris, ils avaient 15-16 ans. Ma mère avait 15 ans quand elle était revenue travailler à Paris. Elle logeait au 6e étage des beaux quartiers de Paris pour travailler dans une boutique. Casser la glace dans son 6e autrefois là-haut. Et bon, et après, quand ils ont eux-mêmes eu leur boutique, je ne raconte pas tous les événements qui sont autour de cette affaire, dans la journée, je ne pouvais pas s'occuper de moi. Donc il y avait une personne qui s'occupait de moi à la maison. Et un jour, elle a trouvé des petits papiers dans un coin. Et donc tout de suite, j'étais le coupable qui avait fait ça. Et sans jugement, sans rien, je me suis reçu une baffe. Et ça, pour moi, elle est toujours là, inacceptable. Parce que je n'avais pas fait ça. Je ne l'avais pas fait sans qu'on me demande d'explication. C'était pas ma mère, on m'envoie. Ma présomption d'innocence n'existait pas. Et donc j'ai reçu la baffe. Je lui suis extrêmement reconnaissant à cette femme, parce que je pense que c'est à travers ce petit acte de l'enfance que pour moi je reste quelque chose d'inacceptable à la justice qui est né en moi à travers ça et qui a continué après à pousser sous des formes diverses. Et je ne veux pas vous raconter toutes les petites histoires. Voilà. Ça c'est un petit événement qui fait que quand je suis retourné pour faire ces interviews, quand il m'a interrogé, tout un tas d'histoires comme ça sont remontées. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, mon père, pas de relation avec lui, sauf ça. Bon, tout ce qu'on voulait faire ensemble, ça ne marchait jamais. Tout ce qu'il essayait de faire de bien pour moi, ça ne marchait pas. Et moi, avec lui, bon, on était deux êtres différents, mais passions côte à côte, presque. Pas tout à fait, mais enfin. Mais toutes ces histoires, ça, je les ai bues, je les ai absorbées. Maria Montessori parle de l'état absorbant, de l'esprit absorbant de l'enfant, et je pense que ça, c'est vrai. Vraiment, j'ai reçu tout ça comme un cadeau extraordinaire. Alors, il racontait cette histoire en famille, dans un repas. C'était un commerçant, un BOF, un marchand de beurre, fromage, pas meilleur que les autres. Et un jour, le contrôleur des finances est venu, les impôts. Il lui a dit, entre nous, j'espère que personne ne s'appelait Gros. Il s'appelait Monsieur Gros-Loup. C'est quand même extraordinaire pour un contrôleur des impôts. Il lui dit, montrez-moi vos livres de compte. Bien, monsieur, c'était la boutique, il était monté dans l'appartement au-dessus, il a pris ses livres de compte, je lui revois faire le geste. Il les a posés sur la table. Il lui a dit, Monsieur Gros-Loup, tout est faux. Et l'autre lui a dit, mais c'est pareil chez tous les autres, vous êtes le seul à le reconnaître. Au mieux de tarabiscoter, de dire oui, mais c'est comme ci, mais c'est comme ça, mais... Il s'est mis dans ses mains. Il a appelé sa conscience. Non, il a interpellé sa conscience. Effectivement, ils se sont arrangés entre eux, ça s'est arrangé, ça s'est bien arrangé, tellement bien arrangé que ça a été un malheur après pour la famille. Parce que cet homme-là avait besoin d'argent, il avait une double vie, et donc on est parti sur d'autres rails, puisqu'il y avait des problèmes entre mon père et ma mère. Mais bon, voilà. Mais l'acte en lui-même était extraordinaire, parce qu'il a interpellé la conscience de l'autre en se mettant complètement entre ses mains. Donc ça, c'est une première expérience de non-violence que j'ai faite dans l'enfance. La deuxième, qui me reste, et qui fait que peut-être est née comme ça aussi la désobéissance au civil, ou l'interpellation de la conscience, et autrement,
Et cette expérience-là, j'ai répété 2 ou 3 fois après. Je faisais du scoutisme, ça faisait partie de mon fil rouge à cause des arts martiaux. Donc j'allais voir un homme là qui m'aidait dans nos difficultés de famille. Et un jour, il me raconte cette histoire. Il avait acheté, on va dire, une Renault. Je ne sais pas que j'en veux plus, c'était peut-être une Citroën, peu importe. Et ça ouvre qu'au bout d'un certain nombre de jours, il y avait un gros défaut technique dans la voiture. Donc il retourne chez le concessionnaire, il dit « Monsieur m'avait vendu une voiture, mais elle a un très gros défaut, et donc est-ce que vous ne pouvez pas me la reprendre et me la réparer, me la remettre en état ?» Et l'autre dit « Mais monsieur, non, c'est pour vos pommes, voilà. » « Ah bon, ah c'est pour mes pommes, mais ben c'est très bien. » C'était le salon de l'automobile à Paris. Donc il est venu le premier jour, il s'est mis au comptoir au Renault, puis il a attendu les clients. « Ah, vous voulez acheter une Renault? Attendez, je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. J'en ai acheté une l'autre jour, il y avait un gros problème technique au moment, et on m'a dit, bah, monsieur, allez vous faire voir, parce que c'est bien, vous avez acheté, ben gardez-la. » Au bout du 3e client, le gars qui était derrière le bouton, il a dit, bon, c'était combien votre affaire là? Allez, vous prenez votre chèque, vous vous taillez, je ne veux plus vous voir. Ouais, la conscience, parfois, est dans le portefeuille. Il faut savoir aussi que bien souvent, la conscience est dans le portefeuille. Donc, si vous arrivez à attaquer la conscience du portefeuille, ça peut marcher. Moi, j'ai eu 2 fois ça avec des automobiles. À chaque fois, ça a très bien marché. Très bien, vraiment. Alors, bon, ça, pour moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et je pense que c'est nous, si jamais, en tant que citoyen, en tant que personne, on dit ça, c'est inacceptable, alors il faut qu'on invente des situations où on va essayer de se faire entendre. Voilà. Il faut essayer de se faire entendre en posant l'acte qui va les obliger à réfléchir un petit peu. C'est ça, je pense que c'est la non-violence active, en mouvement, qui est là, qui va interpeller les gens pour que ça change, pour que le rapport change et qu'ils me reconnaissent moi aussi comme une personne. Et que lui aussi, il a une responsabilité. Donc ça, c'est valable aussi pour les députés. Moi ou tous ceux que j'ai élus. J'ai fait une délégation de pouvoir, mais je n'ai pas fait une délégation de conscience. La conscience, je la garde. C'est eux qui sont à mon service. C'est eux qui sont à notre service. Ce sont eux les serviteurs de mon monde. C'est pas moi qui suis au service d'eux pour qu'ils soient réélus et qu'ils continuent tranquillement leur travail. Tranquillement. À le faire ou pas le faire de la façon dont moi ça me plairait que ça se fasse. Bon, mais c'est une autre question. Mais voilà, je pense que là, on est sur les fondamentaux de la non-violence. La non-violence, peut-être une première définition, c'est de dire non à la violence. Non à la violence. Et comment je vais m'y prendre? Ça, c'est à inventer à chaque fois. Chaque situation est à inventer. Peut-être la première phrase de l'enfance, ça serait la force de l'indication transformée, mettons pour nous maintenant en conscience citoyenne. Quand on regarde les faucheurs, c'est grave de devenir faucheur. Sur le premier papillon que j'ai mis, le premier papillon que j'ai mis sur les amis de la Confédération paysanne à leurs actes solidarité en 2003, c'était marqué « Je trouve inacceptable que les paysans du Nord et du Sud soient soumis aux règles des grandes firmes semencières, qu'il y ait une atteinte à l'environnement et à la terre, qu'il y ait qu'il y ait une mainmise sur le vivant. Je trouve inacceptable que les consommateurs perdent leurs droits, leur liberté de pouvoir choisir leur alimentation. Je trouve inacceptable que la santé publique ne soit pas prise en compte dans cette affaire. Et je m'engage à détruire des parcelles d'OGM et je suivrai les consignes de la non-violence. Point barre. Au début, j'avais marqué détruire. C'est ça qui est parti comme ça. Et après, je me suis dit, bon, il y a peut-être un terme plus doux quand même, parce que ce qu'ils ont eux le droit de détruire, par exemple s'il y a du hashish dans un champ, autrefois, ils venaient le couper, ou même une plante qui n'était pas inscrite au catalogue des semences, comme certaines vignes, ça s'est passé en Alsace, ils viennent le couper. C'est ce qu'ils appellent neutraliser. Donc, moi j'ai repris le terme officiel, neutraliser. C'était plus soft. Mais la réalité, c'est la même. Alors,
Voilà, je pense que nous, c'est en tant que citoyens qu'on prend nos responsabilités parce qu'on n'a pas le choix. J'ai essayé tous les moyens de la démocratie, j'ai été dans les ministères, on a fait des démarches, ça ne donne rien, ils n'écoutent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Alors j'aime beaucoup la petite phrase de Hannah Arendt. Il n'est pas nécessaire d'être méchant pour faire le mal. Il suffit de ne rien faire. Et c'est notre état. Et Simone Veil dit une phrase qui revient un peu comme ça, la grande Simone Veil. Hein. C'est des écrits qui avaient été faire la guerre d'Espagne et qui avaient rejoint De Gaulle après là-haut. Et elle dit « Le consentement à la soumission a fait plus de mal que toutes les violences. » Le consentement à la soumission. C'est notre consentement qui permet que tout se fasse. S'il n'y a pas notre consentement, ils ne peuvent rien faire. Le jour où on reprendra conscience que c'est nous qui avons la force, ce jour-là, oui, les choses changent. Si on descendait tous dans la rue, et qu'on dise maintenant c'est fini, c'est terminé votre petit cinéma, ça suffit comme ça, nous on ne rentre pas, on reste là. On ne bouge plus, on ne travaille plus, on ne fait plus rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont nous tirer dedans. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Simplement, il n'y a pas besoin de gueuler, il n'y a pas besoin de tirer, il n'y a que de rien faire. Je suis-là et je ne ferai plus rien. J'attends. Changer, comme des arbres. Pas besoin de faire des trucs et de gueuler quand même. Non. Je suis là, j'attends que vous changiez. Parce que ça suffit. Alors, c'est vrai que là aussi, j'aime bien la petite phrase de la Boétie, qui est un ami de Montaigne, qui disait « Les puissants de ce monde n'ont de pouvoir que celui que leurs sujets veulent bien leur accorder. » Les puissants de ce monde n'ont de pouvoir que celui que leurs sujets veulent bien leur accorder. Ce qui ne plaisait pas trop à Montaigne, parce qu'il a été juge au tribunal de Bordeaux. Mais enfin, bon, c'est quand même la Boétie qui a raconté cette petite phrase, qui est le fondement, pour moi, de la désobéissance civile. C'est Thoreau qui a enseigné après, qui a fait Soro aux États-Unis, qui a refusé de payer l'impôt. Il a été en prison une journée, sa tante a payé, il est sorti. Mais de là est sorti quand même la désobéissance civile, et que Gandhi a repris à son compte, et que moi je préfère appeler désobéissance civique, parce que le but c'est de changer la loi. Parce qu'on s'entend entre nous. Ce n'est pas un acte individuel, c'est un acte vraiment réfléchi, c'est un acte d'un groupe de citoyens qui veulent changer la loi. Le fondement, c'est ça. Et la loi n'appartient pas au pouvoir. C'est aussi, nous sommes ceux qui peuvent changer la loi. Alors, il y a deux choses extrêmement intéressantes sur les faucheurs, qui sont arrivées pour moi. Ça fait deux choses tout à fait extraordinaires. La première, c'est que, à la fois, chacun est responsable, on est tous solidaires. C'est-à-dire, oui, c'est moi qui ai coupé les OGM, et je signe, je ne mets pas une cagoule, c'est moi qui l'ai fait, je suis un citoyen, je n'ai pas à me cacher, je ne suis pas un délinquant comme quelconque. C'est ni par plaisir, ni par profit, ni par commodité, c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Donc, après ce premier fauchage de Verdun-sur-Garonne, c'était en 2013, je ne rencontrerai pas tout de suite, on était 1500 dans le champ. Il y en a 250 qui ont fauché, à peu près. C'était dans un champ derrière des tournesols qui faisaient plus de 2 mètres de haut. Il y avait 800 mètres carrés de maïs, là. José avait dit qu'il était là. D'ailleurs, je veux dire que je n'aurais jamais lancé les faucheurs volontaires s'il n'y avait pas eu la Confédération paysanne et José qui a commencé à faucher, plus d'autres que j'apprends qui ont fauché ici, que je ne connaissais pas. Bon. Mais là, José avait dit, un pied par personne, hein, c'est tout, si vous voulez que tout le monde en ait, il ne faut pas en prendre trop. Voilà. Donc l'humour n'a jamais manqué chez les faucheurs, le sens de la fête non plus, ça a été toujours des partages extraordinaires. Donc, on était là, moi j'avais dit à José après, quand j'avais fait, je vais m'en mêler dans les histoires, tant pis, avant de revenir à Verdun, je vais refaire un petit tour en arrière, puisque je ne suis pas un très bon orateur, vous pardonnerez.
José est sorti de prison pour la deuxième fois en 2003. Et comme c'était après avoir fauché et avoir détruit des semences de maïs en Irak OGM qui pouvaient ensemencer 30 000 hectares en France, c'est pour ça qu'il avait fait de la prison. Donc là, il a refait un ou deux mois de prison. Quand il est sorti, en toute innocence, je veux dire, José, et si on s'y mettait tous, nous, la société civile, plutôt que la Confédération paysanne, qui risquait d'être dissoute à cause de ses agissements? Il m'a dit, essaye. Je savais qu'il y avait l'Arzac Solidarité, il devait venir, soi-disant, 50 000 personnes. Il en est venu 100 000 qui ont passé, il en est venu 300 000 au cancer qui ont passé. Et donc, moi, j'ai parlé aussi dans les tribunes, j'avais un stand, j'avais marqué « Bureau d'embauche des faucheurs volontaires ». Je faisais signer le petit papier que... C'était pas celui-là, c'était le tout petit papier. Celui-là, je l'écris après, puis après on l'a modifié entre faucheurs aussi. Et là, j'ai eu un nombre impressionnant d'inscriptions par rapport au nombre qui était là. 400 personnes se sont inscrites. 400 personnes. Et pourtant, il y avait là 50 000 personnes qui sont passées, qui étaient intéressées par l'écologie, par la justice, par les droits de l'homme, partout. 400 personnes. Je me suis dit, si c'est une bonne graine, elle prendra. Si c'est une mauvaise graine, elle mourra. Puis après, j'ai été voir José. Je lui ai dit, José, il faut que tu me trouves des têtes d'affiches qui acceptent de faucher avec nous. Et donc, ces têtes d'affiches, je leur avais, il m'a trouvé, bon, ma mère, Onestas, c'était tous les Verts, c'était Gilles Lemaire, c'était tout un tas de gens que je regarde une amitié toujours avec eux, pour toujours. On était là en première ligne, on avançait comme ça en chantant, OGM, non, non et non. C'était extrême, comme un film, je le vois encore comme un film. Dans le ciel bleu, les tournesols en face, c'était tout à fait extraordinaire. Et puis là, bon ben voilà, mais seulement on leur avait dit, c'est la société civile. Ce n'est pas des partis, vous n'apportez pas vos banderoles de partis, vos slogans de partis. Vous êtes là au titre de la société civile. Et je pense que ça, c'est une dimension importante des faucheurs. Je pense, même si parfois il y a pu y avoir des stands avec tel parti qui a... Mais dans les actions, c'était une consigne très claire, c'était la société. Et je pense que c'est la société civile qui est le moteur du changement. Si on veut attendre des changements quelque part, c'est par la société civile. Là, il y a une conscience. Là, il y a des gens qui se donnent. Là, il y a des gens qui ont des responsabilités, qui les assument. Il y a des gens qui sont solidaires entre eux, etc., qui s'entraident, qui disent non, etc., qui font la fête aussi, voilà, qui travaillent sur eux-mêmes aussi. Et là, j'aime bien ce petit travail. Le travail sur eux-mêmes me semble important si on veut changer la société. C'est Nicolò Pernas, un syndicaliste des Philippines, qui dit « L'absence de travail personnel est un empêchement au développement social. » C'est clair, si je change pas mon regard sur l'autre, rien ne va changer. Demain, j'aurai encore besoin de flics, et j'aurai un mauvais regard sur celui-là qui ne me plaît pas en face, etc. Et puis, si je peux lui faire un coup tordu, je le ferai. Et puis, si je peux l'arnaquer dans un coin doucement, tranquillement. Comme disait Lanza, ne volez pas, c'est idiot, n'allez pas prendre l'argent de la pauvre des autres. Mais non, faites du commerce. Un peu plus. Bon, et c'est comme ça, dans les cas, qu'on a fait le premier couchage, dans ces conditions, et qu'on avançait en ligne, là, comme dans un film. Puis après, moi, je suis rentré le premier dans le champ de tournesol, en me disant, mais ça va être bourré de flics là-dedans, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et puis, il n'y avait que 3 malheureux gendarmes qui étaient là sur pour la bonne raison qu'on avait beaucoup communiqué entre nous, pour dire qu'on allait faucher à Montauban, parce que cette ville qui est tellement de droite et qui est casse-pied, etc., et qui a des champs d'OGM, qui le protège, etc., ah ben c'est chez eux qu'on va aller. Puis on n'a pas été à Montauban, ils avaient mis 10 quarts de flics, 10 quarts de... On a été fauchés de l'autre côté. Voilà. Et puis après les gendarmes ont fait des photos de famille, ils aiment beaucoup ça, ils font des portraits, ils adorent ça. Mais là où je voulais en arriver, c'est l'histoire de la solidarité. C'est-à-dire que, après, vous
savez qu'en France, c'est le procureur qui a le choix des victimes. Enfin, je vais dire les victimes. Qui a le choix des responsables, de ceux qui va présenter devant le tribunal comme étant ceux qui sont les instigateurs, qui sont les hommes dangereux, qui vont porter atteinte à la République si on les laisse faire. Donc je me suis retrouvé avec ma mère en des stages, José, etc., en D6, plus un 7e qui avait absolument voulu sa carte d'identité, qui était un homme, qui était là de passage. Bon, les gendarmes ont pris quand même, parce qu'il avait tellement insisté. Et du coup, à la suite de ça, ceux qui avaient fauché vraiment, les 250 quelques cheminots aussi, on veut aller au tribunal pour être relaxé, bien sûr, pour être condamné. Et on a obtenu des gendarmes qui acceptent les dépositions comme quoi on avait fauché. C'est ce qu'on a appelé les comparants volontaires, qui est une possibilité du droit français que notre avocat François Roux avait trouvé et qui permettait à des gars qu'on fait un casse ou n'importe quoi en commun de revendiquer aussi qu'ils ont participé à une action. Donc là, nous, on avait fait un casse extraordinaire. On avait détruit 8 hectares de semences d'OGM dans un essai de culture, parce qu'à ce moment-là, l'OGM n'était pas permis, il y avait un moratoire, mais les essais étaient permis. Et les essais en plein champ, ce ne sont pas des essais scientifiques, mais des essais commerciaux. Et je ne vais pas rentrer dans toute cette problématique, mais c'est ça. Donc, bon, quand le procureur a vu ça, il a refusé donc que les comparants volontaires soient prêts, soient reçus, et il nous a fait passer directement en cour d'appel. Alors, bon. Et je ne sais pas, je me demande si c'est ce procureur-là que j'ai rencontré, mais je ne crois pas, à Toulouse. On était avec François Roux, l'avocat. Je vais raconter des petites histoires, mais s'il y en a trop, vous me le direz. Mais mais c'est important, je pense, quand même. C'était plein de petites histoires, c'est des histoires de vie, quand même. Avec François Roux, bon, on va aller prendre un pot maintenant, après le procès. Hein. Surtout que moi, j'avais été malmené un peu dans ce procès-là. On va dans le bistrot à côté. Qu'est-ce qu'on voit au fond? Le procureur avec l'avocat de la partie adverse. Alors, nous savons, est-ce que vous permettez qu'on s'assoie à côté? On dit, il n'y a pas de problème. Et je m'adresse à l'avocat de la partie adverse. Je dis, ben, monsieur, vous êtes redoutable. La plaidoirie que vous avez faite, pour nous, mais elle nous porte atteinte profondément. Vous avez défendu ça avec beaucoup de brio. Il me regarde en souriant, puis il me dit, j'aurais pu faire 10 fois plus. C'est ce qui distingue un mercenaire d'un avocat qui croit à ce qu'il fait. Et le procureur nous a raconté que lui, il était en lutte contre l'extension de l'aéroport de Bordeaux, enfin bref. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça, le pot qu'on a bu ensemble après un procès. Et moi, pour moi, ça, c'est un acte, c'est une chose que je pourrais raconter 10 histoires comme ça. Qu'à partir du moment, et c'est dans cette lutte des faucheurs, je l'ai expérimenté, mais moi, des personnalités importantes, un colonel de gendarmerie, tout ça, à partir du moment où vous ne regardez pas le costume, mais la personne et la conscience, et que vous l'interpellez, vous avez des résultats étonnants. Qu'au moins, il y a un dialogue qui peut se passer, et vous apprenez ce que les gens pensent, et ce qu'ils font malgré eux. Donc, moi, je dis là, on fragilise le système. On montre comme quoi il n'est pas aussi dur et pur qu'on le croit, pas du tout. Il y a tout un tas de gars là-dedans qui font leur boulot, mais qui n'y croient pas. Et donc, qui nous comprennent, c'est extraordinaire. Moi, j'ai vu des fauchages où les gendarmes me disaient, ouais, dites donc, hein, le champ là-bas, hein, que vous ne connaissez pas, hein, si vous le fauchiez aussi, ça nous arrangerait, parce que nous, on en a marre de tourner la nuit pour surveiller ces genres de propriétés. Ben, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Je vous raconterai des histoires comme ça, j'en ai. Bon, mais je ne vais pas toujours raconter des choses comme ça, quoi. Mais c'est pour dire, je crois que ça aussi, c'est l'intérêt de la non-violence. C'est toujours d'essayer d'avoir un dialogue positif, de permettre à l'autre aussi d'être un homme, d'être une conscience, de ne pas le juger sur le képi, etc. Franchement, c'est pas facile. C'est sûr que ça a plutôt tendance à se durcir aussi actuellement, etc. C'est sûr que là, bon,
toutes les histoires que je vois, moi, les infiltrés de la police, il y en a eu chez nous, chez les faucheurs. Des fois, c'est embêtant parce qu'on ne sait pas, on suspecte les gens. Et la suspicion, ça détruit la personne, surtout si vraiment pas. Parfois, on va suspecter quelqu'un. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont venus, puisque je vis en communauté, qui sont venus avec nous. Mais une fois, j'ai vraiment repéré, je lui ai dit, quasiment, je lui ai fait sentir en partant que je l'avais repéré. Mais une autre fois, je ne l'avais pas repéré vraiment, et il a été très déçu. C'est que quand on est arrivé pour faire la distribution, pour partir dans les voitures, il n'était pas avec moi. Et là j'ai compris qu'il m'avait raconté un tas d'histoires militaires, etc. avant, qu'il avait essayé de nous infiltrer. Alors les infiltrés, il y en a tout le temps. Il y a toujours des infiltrés. Et des RG. Bon, je ne sais pas si vous avez vu tout sur Larzac, mais je pense qu'ils le racontent. Moi, j'y étais. C'est l'histoire qu'ils ont raconté sur Larzac, j'y étais. Et que c'est quand même un RG qu'on connaissait, qui a pris une pierre, qui a commencé à lancer sur Mitterrand, qui était venu là, avant, pour se faire encore une popularité, enfin, grâce à lui, on n'a pas fait le camp du Larzac. Donc, il a fallu le ceinturer, parce qu'il savait que l'extrême gauche qui était là, qui ne supportait pas Mitterrand, allait lancer des pierres. Et nous, on s'est mis autour de Mitterrand, j'en étais, pour l'exfiltrer, comme on dit dans la police, vers la route nationale, où il y avait une bagnole qui l'a attendu pour que Monsieur le Président s'en aille. Pas besoin de lui faire une lettre. Alors, bon, je l'ai vu à Paris avec les paysans du Larzac aussi, où j'ai vu, quand on était 70 000, qu'il y avait les forces de l'ordre en face, on nous avait mis aussi les non-violents, vous allez en première ligne. Donc on avait désarmé les gars, les autonomes, à ce moment-là, qui avaient des barres de fer. Et j'ai vu à ce moment-là sortir du rang latéral des gardes mobiles un gars en treillis, en plus, prendre une bouteille et les lancer sur les manifestants. Ils savaient ce qu'ils faisaient, celui-là. Donc les gars ramassaient des pierres et pouvaient en lancer. Du coup, les forces de l'ordre ont envoyé des gaz lacrymogènes, c'était le scénario entendu, et pour casser la manifestation. Donc nous, on s'est dit, on ne peut pas en rester là. On a pris une bonne respiration là, avant que les gaz arrivent, et on s'est couché le plus bas possible, on est passé sous les gaz lacrymogènes et on s'est mis devant les gardes mobiles. Et les gardes mobiles nous disaient, nous on a des casques et des boucliers, mais vous n'avez rien, parce que les gars continuent à envoyer des pierres. Puis on s'est dit, mais non, nous on n'est pas les défenseurs des gardes mobiles, on est la ligne avancée des manifestants. Donc au mieux de se présenter de face, on s'est présenté de dos, comme la ligne avancée devant les gardes mobiles. Et seulement à ce moment-là, les gars, ils ont arrêté de lancer des pierres. Donc, oui, la non-violence, c'est ça aussi. La non-violence, c'est prendre des risques pour qu'on pense qu'il faudrait prendre si on était armé, quelque part. Mais là, vous êtes désarmé. C'est la force des désarmés, quelque part. Donc, c'est vrai que... Mais on n'y pense même pas à ce moment-là. Je pense que quand... Pour beaucoup de faucheurs vous le diront, à partir du moment où on est dans l'action, il y a quelque chose d'autre qui vous donne une force, qui fait que vous êtes capable de faire des choses que peut-être vous ne feriez pas tous les jours. Cette action des faucheurs volontaires, quand j'ai eu l'idée qu'il fallait lancer ça, elle m'a beaucoup coûté. Parce que j'ai eu très peur d'aller en prison. Je voyais très bien qu'on allait me mettre en prison. Mais c'est pas possible. Si j'annonce qu'il faut détruire, ils vont me mettre en prison. Pendant 3 nuits de suite, ça m'a poursuivi. Puis en disant, je me disais, mais j'invite tout le monde à faucher, et je ne les connais pas. Moi, j'ai fait des actions non violentes dures. En 1958, je suis rentré dans l'usine nucléaire de Marcoule, où on faisait les radioéléments pour la bombe atomique, quand De Gaulle disait qu'on ne la faisait pas. Donc j'ai toute une suite, j'ai tout un parcours d'actions non violentes. Mais toujours avec des gens que je connaissais. Donc je connaissais les réactions. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver, hein, mais pas avec des gens que je ne connaissais pas. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée aussi après de faire cet engagement des faucheurs volontaires comme au moins essayer de construire un noyau dur de gens qui acceptaient les consignes d'un non-violent. Pas d'être non-violent, les consignes. Autre chose. Je cherchais à être non-violent. Je ne fais que chercher moi-même. Hein? Alors, au bout de
3 ou 4 nuits, là, en me levant le matin, j'ai dit, ma femme s'appelle Janine. Janine, est-ce que tu es prête à ce que j'aille en prison? Elle m'a dit oui. Voilà, je vais la raconter. Hein, j'ai 3 filles en France, une autre qui est en Canada. J'ai téléphoné à mes 3 filles de France. À chacune, je leur ai dit, est-ce que vous êtes prêts à ce que j'aille en prison? Toutes m'ont dit oui. Alors j'ai réalisé que j'étais foutu. J'avais plus qu'à m'exécuter. La peur, c'est normal. Faut se dire, la peur, c'est normal. C'est l'intelligence du risque quelque part. Donc, soit vous arrivez à l'évacuer, et c'est pas par l'intelligence que vous arriverez à l'évacuer. C'est pas du tout en vous raisonnant. Plus vous allez vous raisonner, moins vous y arriverez. Pour évacuer la peur, il faut respirer, il faut se détendre, il faut regarder l'objectif, il faut prendre son temps, il faut l'apprivoiser. Il faut l'apprivoiser. Après, j'ai envie de dire, Inch'Allah, comme on dit au sud de la Bretagne, en tant que fils de Breton. Bon, alors voilà, ça c'est, vous voyez un petit peu le cadre de l'action non violente, de la désobéissance civique, etc. Donc ça, c'était la solidarité. Le deuxième acte de solidarité important qui s'est manifesté chez les Français, c'est vrai que je n'ai pas lancé n'importe comment cette action-là, parce que la désobéissance civile, non-violence ou civique, comme moi je préfère l'appeler, ça faisait longtemps que je l'étudiais, que je la connaissais, que j'avais lu les actions de Gandhi et tout ça. Et vous ne pouvez pas lancer une action comme ça sans qu'il y ait un consentement public en votre faveur suffisant pour vous soutenir. Et je savais que entre 60 et 80% des Français étaient opposés aux OGM, grâce à toute cette culture anti-OGM qu'on avait à travers les magasins bio, à travers tous ceux qui font l'agriculture biologique, etc. Donc on avait cette réserve de bonne volonté citoyenne en France. Ça me permettait de le faire. Ce n'est pas un acte irréfléchi comme ça, on ne lance pas une affaire comme ça. Vous savez, en 10 ans, combien les Français ont versé pour payer les dommages d'intérêt, pour payer tous les frais de justice. On a vendu des bières, on a vendu du vin, on a vendu des t-shirts aussi, c'est vrai. Mais on a fait des concerts et puis les gens ont donné. Après l'affaire de Riom, après l'affaire de Marsac, vous savez à combien j'avais été condamné? On était 6, dont Gilles Lemay. 200 000 € de dommages et intérêts qui sont montés à 250 000 avec les intérêts. 250 000 €. Les avocats se tiraient les cheveux sur la tête. Moi qui n'avais qu'une vieille bagnole pourrie et 6 cuillères en argent à café, je ne m'inquiétais pas trop, quoi. C'est que Gilles Lemay, il avait un appartement qui valait justement ce prix-là qu'ils ont saisi. Dans le centre de Paris, là, qui sert de QG, qui a servi de QG pendant la COP21. Eh bien, on les a trouvés, les 250 000 €. Et donc, on a un appartement collectif maintenant à Paris. C'est l'appartement que j'ai eu. Mais c'est 2 millions d'euros. C'est 2 millions d'euros qu'on a récoltés pour mener cette lutte. 2 millions d'euros. Et on me dit qu'il n'y a pas de conscience en France. Mais si, il y a de la conscience. Mais pas pour faire n'importe quoi. Il y a de la conscience. Si vraiment vous défendez le bien commun, si les gens sentent qu'effectivement là c'est inacceptable, alors oui, il va y avoir du répondant. Oui, il va y avoir du répondant. Surtout si en plus, vous le faites dans des conditions qui permettent, un peu comme les paysans de Larzac, de faire rire les gens de temps en temps. Ça, ils aiment bien. L'histoire des paysans du Larzac sur la Tour Eiffel ou au Champ de Mars, c'est extraordinaire quand même. Donc, je pense que vous la connaissez tous. Quand on leur supprimait les terres, quand on voulait leur prendre les terres pour faire l'agrandissement du camp, un jour ils ont pris un gros camion de transport, là, ils ont bourré ça de brebis, ils sont venus à Paris sous le Champ de Mars, puis ils ont lâché toutes les brebis sous le Champ de Mars pour voiture. Les gardes sont venus, qu'est-ce que c'est? Ne vous inquiétez pas, c'est un film, c'est rien. Chut,
Ils ont étalé les banderoles, voilà, non, quand du Larzac, etc. Bon, les autres ont compris, les flics sont arrivés. Et alors ça, c'était le spectacle extraordinaire qui sont passés sur tous les écrans de Paris. C'est que des gendarmes ou des policiers qui courent derrière des brebis, ça passe que c'est qu'une brebis. Pour attraper une brebis, ils peuvent toujours y aller. Alors ils en avaient marre, ils disaient, bon, si ça continue comme ça, hein, on va vous confisquer le camion. Oui, mais ça va, on a fait les images, maintenant on peut partir. Ça a appelé le chien est venu, il a rassemblé tous les brebis. Ça c'est un acte logique. Tout Paris a rigolé, toute la France a rigolé avec ça. Et là, quand vous avez fait ça, vous allez gagner. Si vous inventez une action comme ça, vous êtes sûr qu'après, vous avez la France avec vous. Si vous faites rire les Français, c'est beaucoup. Alors ça, c'est un exemple d'action mouvante extrêmement intéressante. Le camp du Larzac, c'est plein d'histoires comme ça. C'est comme ça que j'ai connu José, et c'est comme ça que j'ai été à ses procès. Et j'en parlerai après. Parce que la deuxième chose intéressante qui sort pour moi, aussi inventée par François dans cette action du Larzac, des faucheurs, c'est qu'il a extrait du droit français quelque chose qui est très rarement employé, c'est l'état de nécessité. Vous savez que quand j'étais enfant, on disait nécessité fait loi. Or, j'ai trouvé qu'en 1955, une femme a volé du pain dans une boulangerie à Colmar pour nourrir ses enfants qui n'avaient rien. Elle est passée au tribunal, on l'a relaxée. Elle est passée en cour d'appel à Mulhouse, relaxée au nom de l'état de nécessité. Et donc, nous, on a invoqué cet état de nécessité plutôt que la légitime défense, parce qu'on n'était pas attaqué directement, ça a été un débat entre avocats. Alors, écoutez ce que dit l'état de nécessité. C'est quand même très, très intéressant. Un acte qui est moralement inacceptable dans la vie civile. Un acte qui est moralement inacceptable dans la vie civile, il faut détruire, mentir, devient juste quand il est ordonné au bien commun ou à la dignité des personnes. On a ça dans le droit français, vous vous rendez compte? Je suis sûr que ça n'existe même pas dans le catéchisme de l'Église catholique. Le droit français est en avance sur la morale. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, cet état de nécessité. À cause de cet état de nécessité, on a été relaxé 3 fois, je pense 2, 3e fois, ça, c'est peut-être pas exact, mais au moins 2 fois. Bien sûr, ils nous ont condamnés en cour d'appel parce qu'ils ne veulent pas que ça rentre après dans le credo du droit français, quoi, qu'on a relaxé des gens qui ont détruit des parcelles faites par des grosses sociétés, quand même, semencières, qui travaillent, comme vous le savez, pour nourrir le monde, quoi, et là, pour lutter contre la faim dans le monde, vous savez ça. Je vous le redis pas. Alors, voilà, ça, cet état de nécessité, c'est une chose extraordinaire. C'est les 2 choses extraordinaires qu'ont invoquées nos avocats, et entre autres François Roux, mais aussi il y avait, je ne sais plus, celle de Toulouse, Marie-Christine Ettelin. Marie-Christine Ettelin. Mais c'était quand même François, je pense, qui était l'initiateur de cette belle invention juridique. Alors, je voudrais revenir un peu sur les procès de José qui ont fait aussi comment, pour moi, est venue la conscience des OGM que c'était inacceptable. D'abord, j'ai entendu à Montpellier, c'était juste avant les procès de José qui avait fauché avec la Confédération paysanne, un homme qui appartenait à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui s'appelle Jean-Pierre Berland, et qui était plus sur les questions scientifiques mais globales, générales, quoi. Et Jean-Pierre Berland a dit une petite phrase qui pour moi est dite. Les plantes ont la malheureuse propriété de se reproduire gratuitement dans le champ du paysan. Et ça, pour les semenciers, c'est inacceptable. Donc, mettre un brevet sur les plantes, ça c'est du génie, parce que les plantes vont se reproduire et tout le temps vous allez être obligé de payer des royalties. Donc, ça c'est génial. Voilà, ça c'est pas tombé dans les lettres. Après, au procès de José, entre tous les scientifiques qui ont été chassés de leur poste, tout ça qui venaient témoigner,
Kampuzaï, alors qu'ils étaient de l'Académie de médecine royale britannique, etc. Mais il y en a un qui est venu, c'est Percy Schmeiser, un paysan du Saskatchewan, au Canada, qui avait été contaminé par des semences OGM, tombé d'un camion, quoi. Et lui faisait du colza bio et du colza aussi classique. Et Monsanto, bah, c'est pas difficile pour savoir si vous avez du maïs OGM Monsanto dans votre champ. Ils répandent l'herbicide sur une lignée. Si les plantes tombent, ça va. C'est que ce n'est pas des plants Monsanto. Si elles restent debout, bien droites, c'est qu'elles supportent les herbicides, elles sont tolérantes aux herbicides. Donc c'est le brevet Monsanto. Il n'avait pas payé. Donc ils l'ont amené devant le tribunal et ils voulaient le couler complètement. Et ça a été très long, c'est très long. Il était quand même obligé de payer un tout petit droit à la fin. Mais au début, ils voulaient vraiment le couler. Et ils avaient dit aux voisins, vous voyez ce qui arrive à Percy Schmeiser, ça arrivera aussi à vous si vous n'employez pas les champs, les semences OGM, parce qu'ils savaient que ça contaminait. Nous, dans les discussions qu'ils ont eues, c'était, je pense, la Confédération paysanne qui nous racontait, les premières rencontres qu'ils ont eues avec les gens de Monsanto, avec les techniciens, ils discutaient sur la valeur de ces OGM et tout ça. Les autres nous ont dit, de toute façon, on vous aura, parce qu'on contaminera. Donc, ce n'est pas des naïfs, c'est pas des naïfs. Ils savent ce qu'ils font. Hein, c'est pas du tout des naïfs. Bon, alors, ce Percy Schmeiser est venu témoigner, là aussi. Il a dit, voyez ce qui est arrivé, ce qui nous arrive chez nous, au Saskatchewan, mais ça vous arrivera aussi chez vous demain. C'est-à-dire que demain, vous n'aurez plus seulement cette liberté de semence, vous aurez des contaminations, etc. Et ça, je me suis dit, ah, là ça c'est trop. Là, c'est trop, c'est inacceptable. Donc c'est comme ça que c'est parti ma petite histoire. Et je pense qu'il faut des motivations, il faut d'abord qu'il y ait un travail de conscientisation, un travail de popularisation d'une action. Et tout ça, ça en a fait partie. Donc tout ça, il y a une prise de conscience, on n'agit pas à faire un acte grave sans qu'au fond de vous, il y ait quelque chose de profond qui est répandu. Voilà. Moi, je ne sais pas si c'est combien de temps que je parle, ça suffit peut-être. Hein. Non. Oui, on peut après. Hein, je crois que je vous en ai déjà dit un peu. On peut encore en parler après. Parce que je voudrais bien un moment, quand même, je vais revenir sur la loi. Pour moi, il a voulu changer la loi. On dit bien là, dans ce texte que la loi, c'est ce qui, normalement, c'est la loi, c'est ce qui, normalement, permet une relation juste entre les biens et les personnes, ou entre les personnes entre elles. Et la loi est faite pour protéger le faible contre le fort. Alors, la question quand la loi devient un instrument de pouvoir et de domination, est-ce que c'est encore une loi qui est valide ou pas? Est-ce que l'homme est fait pour la loi ou est-ce que c'est la loi qui est faite pour l'homme? Donc pour moi, ça c'est une question de fond qui reste pour toutes nos relations démocratiques. Actuellement, il y a eu des lois qui sont passées contre les terroristes qu'on a appliquées à des militants écologistes. Donc c'est un abus pour moi de pouvoir, de dérivation de la loi. Et donc l'action doit être extrêmement vigilante, extrêmement vigilante. Ça fait partie vraiment des choses. Sur la loi, il faut faire très très attention parce qu'après, ils feront n'importe quoi avec nous. Et ils commencent un cran, puis après ils vont passer le cran suivant. Nous, les faucheurs d'OGM, je vais quand même continuer là-dessus un petit peu, on nous a demandé notre ADN. Et vous savez que la loi sur l'ADN, ça a été fait au début pour tous les délinquants sexuels. Simplement, les pédophiles, tout ce que vous voulez. C'était ça, le but de cette loi. Après, on l'a étendu à d'autres petits crimes, d'autres actes isolés. Après, on l'a étendu à un accident d'automobile. Même ceux qui assistent à l'accident doivent donner leur ADN, etc. Et après, on contrôle continuellement et systématiquement tout le monde. Voilà. Alors ça, c'est... Donc, ce contrôle de la loi par la citoyenne est extrêmement important. Voilà. On va dire là-dessus, c'est tout. Bon. Après, on reviendra sur d'autres choses.